Raymond a une proposition à nous faire. Bien joué. Tu fais passer ma cliente pour une pute et Dylan pour un enfant de cœur. Bravo. Je vois que tu comprends tout. Tu sais, si on continue à se battre, c'est l'avocat général qui va rafler la mise et nous, on va faire le remake de la première instance. Qu'est-ce que tu proposes? Ben, c'est les fils du doute. On fait alliance contre le parquet et les parties civiles et on laisse un maximum de chance à nos deux clients. C'était une commande. GMT avait dans ses cartons un projet pour lequel ils avaient signé une convention d'écriture chez France 2 qui était signée Jean-Marc Rudnicki. Et son idée, c'était de faire d'un personnage d'avocat spécialisé dans les procès d'assises en appel un héros. Et il était parti de là, il avait commencé à construire une histoire qui, semble-t-il, n'a pas eu l'assentiment de la chaîne. Et donc le procès était resté un petit peu en jachère. Donc les gens de chez GMT nous ont appelés et nous ont demandé si ça nous intéressait. Et en effet, ce qui nous a intéressé tout de suite, c'est l'idée du procès en appel. Un procès en appel a quand même un côté suspense, thriller énorme, tragique pour le justiciable qui est dans le box. Quand il fait appel, il faut savoir que c'est le poker de la justice. Soit il sort libre, ou il arrive libre. Et il se prend 20 ans, ou bien, oui, il a déjà 15 ans et il se prend encore plus. Donc, on voulait jouer aussi de ce côté suspense. C'est pas du polar. On va pas suivre une affaire policière en se demandant qui est le coupable, on n'est pas sur l'enquête, on est après l'enquête. Comme on est en appel, il y a déjà eu une première instance, il y a eu l'enquête policière en amont de la première instance, et il fallait qu'on ait une structure qui nous permette de travailler sur 3 niveaux à la fois. Donc il fallait que sur ce procès en appel, on ait le rappel de ce qu'a été la première instance, puisque le procès ne se fait que sur dossier. Donc il n'y a pas d'autre enquête. Et il fallait que on ait aussi à l'intérieur de ça le rappel de l'enquête policière. C'était un petit peu compliqué. On s'est pris un peu les pieds dans le tapis à plusieurs reprises avant de trouver une affaire qui permette de raconter tout ça sur 3 niveaux sans qu'on piche plus rien. Non. D'après l'autopsie, Stéphane Varenne n'est pas mort sur le coup. Celui ou celle qui était au volant est revenu et lui est passé dessus pour l'achever. Les jurés n'ont pas voulu croire dans ton histoire, mon petit Finkel. Ils ont préféré acheter la version des amants diaboliques parce qu'ils la connaissaient déjà. Faut leur raconter une histoire aux jurés. Il était une fois. En politique, on appelle ça du storytelling. En droit pénal, on appelle ça une plaidoirie. On va leur raconter quoi? Ce qu'on dit traditionnellement des séries judiciaires françaises, c'est que ça ne marche pas à la télévision. Donc on s'est dit, il faudrait faire de cette salle d'audience un ring. Il faut lui trouver un antagoniste qui soit là présent et contre lequel il se batte à l'audience, qu'il ait envie de démolir. D'où la rivalité entre ces 2 avocats qui sont anciens associés et meilleurs amis. Et chacun des avocats comprend que pour sortir son client, il faut qu'il enfonce l'autre. Et là, on avait un duel d'avocats où on n'avait quasiment plus besoin de coupable, puisque ça devenait un duel d'avocats. Tout ce que peut dire Vaughan, forcément, on allait l'entendre, non pas en défense de Dylan, mais contre Bremond. Donc, une fois qu'on a eu trouvé ça, c'était gagné, quoi. Un avocat ne fait pas de morale. Il fait du droit. Et au milieu, il n'y avait pas une toute petite place pour l'amitié? Écoute, t'aurais fait la même chose que moi. J'aurais sali les parents de la victime pour défendre mon client, tu crois vraiment ça? Je suis désolé, mais pour moi, c'était surtout un cas d'école. Fallait que je trouve un angle. Un angle? C'était une stratégie, apparemment. Les jurés ne l'ont pas trouvée mauvaise, puisqu'ils ont décidé de me suivre. Mais c'est peut-être ça qui te gêne, finalement, hein? Que j'ai gagné le procès. On travaille vraiment à 2. Beaucoup de gamberges, évidemment, au départ. Même parfois sans rien trouver. Notamment sur Vaughan, parce qu'encore une fois, l'écriture est très, très technique. Chacun amène des idées. En fait, au départ, donc on sait qu'on a ce rébut à résoudre. Et là, on compulse des tas d'affaires, des tas d'archives. On s'est accordé vraiment aucun cadeau. Quand on trouvait quelque chose facile, on le gommait, quitte à ne rien trouver pendant 15 jours après, jusqu'à ce qu'on trouve, c'est ça. On s'est fait chier. Puisqu'on sait tous, il y a maintenant des avocats qui sont carrément des ténors. Il y en a un qui nous a plutôt attirés. Il nous a paru intéressant parce qu'il bouscule la procédure à l'intérieur d'une salle d'audience et il se permet de faire parfois des contre-interrogatoires
que les présidents et présidentes jugent quelquefois un peu musclé. Un avocat, c'est un coach. Il coach son client. Et le client apparaît devant un public. C'est une vraie stratégie, de toute manière, hein, même de psychologique. Je suis vraiment obligé de le mettre, le gant? Ça va leur rappeler que tu t'es coupé un doigt. Tu la joues pudique, réservée, mais en dessous, tout le monde sait ce que tu caches. Et plus tu le caches, plus ça se voit. C'est tordu, hein? Tant mieux. Et rappelle-toi, hein, quand on dit des horreurs sur toi, surtout tu restes calme. Tu prends des notes, ça va te donner une contenance. On a un Vaughan qui paraît comme ça très puissant, très massif, invulnérable, alors que il est totalement fragile. Il ne croit plus en la justice, donc il se fait remettre ouais. Du barreau. Il revient sur le ring pour des mauvaises raisons. Il ne croit toujours pas en la justice. Et en fin d'acte 3, il a fini par croire en la justice à nouveau. Est-ce que vous croyez que c'est pas personnel, la justice? Hein? La justice, c'est nous, des hommes, des femmes qui essaient de comprendre, avec leurs grandes faiblesses, leur petite grandeur. La justice, c'est personnel. Et c'est pour ça que ça peut se tromper. On avait envie de mettre à côté de lui un personnage comme David Finkel, interprété par Arthur Jugnot, qui, lui, au contraire, n'a pas ce dégoût, cette aigreur envers la justice. Au contraire, lui, il est plein d'illusions, il y croit, c'est presque le chevalier blanc. J'avais pas rêvé, c'est Vaughan, c'est bien lui, là. Mais qu'est-ce qu'il fout avec David Finkel? Charlotte est intervenue à la version 2. Elle avait tout de suite, franchement, on a travaillé main dans la main, et ça, c'est vrai que c'est assez rare. Ouais. On a vraiment travaillé côte à côte autour d'une table, que ce soit d'ailleurs avec la chaîne, avec la production, avec la réalisatrice. Avant, bon, il y avait le dialogue. Charlotte a fait le choix de couper le son. Et c'est vrai que c'est mieux. Ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. C'est juste à l'image, on comprend tout. Et c'est encore plus fort, quoi. Voilà, ça c'est... Ça, c'est une amélioration. Des petites choses... C'était pas dans le scénario. Quand on nous a dit qu'on allait faire une suite, on dit oh, on est dans la merde. Parce que tout simplement, on se dit mais comment va-t-on faire pour prolonger? On avait même peur que ça s'essouffle. Il y a un truc qui nous intéresse, c'est son parcours avec son ex-femme. Et puis c'est 4 ans d'absence. On a laissé une porte à tout mystère. On peut en sortir ce qu'on veut de cette pièce dont on ignore ce qu'il y a. Pour l'instant, la porte est encore fermée. Mais elle va on ne sait pas du tout, mais on peut piocher dedans à tout moment. Ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est une belle cartouche. On a quelques idées là-dessus. Oui.